Bienvenue dans l'entretien politique sur Face Africa TV. L'actualité politique nationale est mouvementée ces derniers jours, pendant que le Bloc républicain et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau divorcent. L'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique convolent en juste noces une union de laquelle est né le nouveau parti politique dénommé l'Union progressiste. Le renouveau des mouvements observés à quelques mois des législatives de janvier 2023. On se pose alors la question de savoir quels sont les enjeux. La réforme du système partisan s'affermit-elle ou chancelle-t-elle? Pour essayer de répondre à ces préoccupations, le professeur émérite dans cet entretien, Faustin Aïssi, bonjour. Bonjour, Monsieur Yancha, bonjour, messieurs les journalistes de First Afrique, bonjour, mesdames et messieurs les auditeurs. Je vous rappelle que nous le recevons en qualité d'analyste politique. Monsieur Aïssi, si vous voulez, le professeur Aïssi, comment avez-vous accueilli la naissance de ce nouveau parti, l'Union progressiste, le renouveau? Je l'accueille naturellement de bonne aloi, parce que c'est une nécessité à partir du moment où il a été inscrit dans la loi que nous devions avoir dorénavant de grands partis, de mouvements, des partis nationaux. Je rappellerai tout simplement pour ceux qui n'ont pas suivi les événements politiques de notre pays depuis des décennies, qu'en 1990, j'étais à la conférence nationale, je faisais partie de ceux qui préconisaient un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire un président de la République et un Premier ministre. De sorte que le président de la République soit vraiment l'homme de la nation qui essaye d'avoir une vision de notre pays par rapport, bien évidemment, au national, mais également à tout ce qui est de l'environnement. Et un Premier ministre qui s'occupe des affaires domestiques. Cela permet de mieux accompagner les populations. Mais il a été retenu un régime présidentiel fort et un multipartisme intégral. Dès lors, nous sommes acheminés dans des petits partis de sorte que ce soit au Bénin ou ailleurs en Afrique, dans chaque pays, nous sommes bon an, mal an, autour de 300, 400, 500 partis politiques. Ce qui, pour des territoires tels que les nôtres, ne peut pas vraiment se gérer et surtout prendre en compte l'ensemble des problématiques nationales. Alors, il est évident que le nouveau pouvoir qui est arrivé, le pouvoir du président Talon, a pris en compte le besoin aujourd'hui d'avoir une vision pour le pays en même temps qu'on gère les affaires locales. Et donc, instaurer une loi qui permette d'avoir qu'un parti soit sur l'ensemble du territoire apparaît logique et normal. Toutefois, la loi s'appliquant, on se rend compte qu'il y a encore quelques soubresauts. Et donc, d'abord, l'opposition n'a pas compris l'enjeu pour des raisons qui sont les siennes, mais ma foi, elle ne s'était pas présentée en 2019. Nous avons donc sur le territoire deux partis, l'UP et l'UPR, qui sont de la même mouvance en quelque sorte, puisqu'ils soutiennent l'action gouvernementale. Et donc, ce que nous observons aujourd'hui est naturel et normal, et donc je ne peux que les approuver. Alors, selon vous, cette union, est-ce qu'elle est conjoncturelle ou structurelle? Je pense que c'est une union qui est structurelle, dans la mesure où nous sommes à un commencement et cela évoluera encore naturellement. Parce que nous avons le BR d'un côté et l'UP de l'autre. Mais n'oublions pas que le ou les partis de l'opposition sont en train de s'organiser également. Ils ont
eu le tort de ne pas s'être présenté en 2019, ce qui fait qu'ils ne se sont pas donné les possibilités d'avoir des élus à l'Assemblée nationale. Ils l'ont compris, puisque en 2020, ils ont participé aux élections communales. Bien leur en a pris, puisque ils ont réussi à obtenir 260 et quelques conseillers municipaux communaux sur l'ensemble du territoire béninois, tandis que le BR en avait 700 et quelques et l'UP 800 et quelques. Donc, nous commençons à avoir une vie politique et en même temps démocratique. Alors que, un an plus tôt, le jeu paraissait fermé, puisque les deux partis qui ont réussi à avoir des députés à la Chambre, à l'Assemblée nationale, soutiennent le pouvoir, même si il y a eu un parti dominant et un parti dominé. Sans pour autant vous arrêter, hein, vous voulez dire que, bon, parce que vous avez dit en 2019, le jeu s'était fermé, ensuite ça s'est ouvert d'une façon ou d'une autre. Est-ce à dire que pour les élections à venir, il y aura plus d'ouverture? Ah, mais bien évidemment. Nous commençons maintenant d'être sur le chemin d'une vie démocratique normale. Parce que la vie démocratique que nous avions n'était pas exactement ce qu'on aurait pu souhaiter, puisque les deux partis existants soutiennent le gouvernement. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des partis ne peuvent pas soutenir un gouvernement. Ça dépend des actions que mène un gouvernement. Si l'ensemble des composantes politiques d'un pays soutiennent des actions d'un gouvernement, très vraisemblablement, c'est que ces actions vont dans l'intérêt de l'ensemble des composantes par rapport à ce que nous, on peut appeler leur idéologie. Donc, j'introduis un deuxième terme qui n'est pas aujourd'hui encore bien perçu. Qui n'est pas encore une réalité. Alors, je ne dirais pas que ça ne soit pas une réalité, parce que le BR s'identifie comme un parti libéral. Et l'Union progressiste, dans sa terminologie même, semble dire que nous sommes dans le sens du progrès, peut-être un certain socialisme que moi je qualifierais de libéral, parce que la politique qui est menée globalement par le pouvoir en place aujourd'hui est tout de même une politique libérale. Donc nous avons deux partis qui sont plus ou moins libéraux, qui soutiennent le pouvoir actuel. Alors, revenons à cette union donc. Qui est le plus grand gagnant? Je parle bien sûr de l'Union progressiste et le renouveau. Les deux sont gagnants. Je m'explique. Les deux sont gagnants. Alors, qu'il y en ait un qui lève plus que l'autre, peut-être, mais les deux sont gagnants. Pourquoi? Certains estiment que l'un a été absorbé. Oui, mais après, ce sont des enjeux qui sont autres ça. Dès lors qu'on tend vers un parti national, forcément, il faudrait qu'il y ait une unicité, ne serait-ce qu'au niveau du nom et aussi au niveau du programme. À partir du moment où vous mettez deux programmes ensemble, on ne peut plus dire après que l'un a été absorbé par l'autre. Le problème ici, c'est que l'UP avait une surface beaucoup plus grande que le PRD. C'était un parti, on peut le mettre au passé, puisque maintenant c'est devenu UP le renouveau. Donc c'était un parti qui était effectivement sur l'ensemble du territoire, puisque les députés qui étaient en son sein, 44 je crois, 47 je crois, étaient sur l'ensemble du territoire. Alors que le PRD, qui n'avait pas voulu à l'époque, comme d'autres, comme la RB, à la naissance du Bénin, ou le PSD, le Bruno Moussou, ils n'avaient pas voulu se mettre ensemble pour créer l'Union progressiste. C'était vu dominant dans l'ensemble du sud-ouest du sud-est de notre pays, depuis le pont d'Apapa, en passant par Sémépodi, jusque Sakété-Pobé, c'est-à-dire Louémé le plateau, et une partie du littoral, mais n'a pas réussi à avoir un seul député. Premier point.
Deuxième point, même au niveau des communales, et cette fois-ci, c'est la loi de 10% qui intervenait. Ils ont cartonné dans l'ensemble de ce secteur. Ils ont même fait au minimum 2/3 des voix sans avoir un seul élu communal parce qu'ils n'ont pas fait les 10%. Donc, le PRD, en fusionnant avec l'Union progressiste, est nécessairement un gagnant. Mais l'Union progressiste aussi est gagnant. Pourquoi? Parce que quand on voit notre maillage politique, le BR et l'UP ont des élus sur l'ensemble du territoire. Mais je dirais que l'Union progressiste est beaucoup plus sur le sud-centre et le BR beaucoup plus sur le centre-nord, en gros. Et l'Union progressiste vient maintenant de s'adjoindre un parti vraiment dominant sur l'ensemble du sud-est de notre pays. Et comme les composantes de l'Union progressiste étaient la renaissance du Bénin, c'est-à-dire le parti de Soglo, la RB, centre, et le parti PSD d'Amoussou Bruno, qui cartonne beaucoup plus sur le sud-est, le Mono, etc. Bien sûr, donc tout le monde est sur le littoral. Ça veut dire maintenant que l'Union progressiste est largement dominant, mais vraiment, au sud, au centre de notre pays, jusqu'au plateau d'Azazone. Donc, l'Union soviétique, l'Union progressiste aujourd'hui est un gagnant, un grand gagnant, au même titre que le PRD, même si, à la fin, l'Union progressiste aura plus de députés que le PRD. Ce qui est normal, puisque de toute façon, aujourd'hui, le PRD a 0 député et l'Union progressiste a 44 députés. Voilà. Alors, quels changements vont induire les mouvements et changements, je me répète, observés ces derniers jours, dans l'arène politique, bien sûr? Alors, cela va bousculer l'ensemble de l'échiquier politique. Déjà, au niveau du BR, il commence à avoir des soubresauts. L'UDBN, dans un premier temps, s'est allié au BR. Et puis, on ne sait vraiment pas ce qui se passe à l'intérieur. On a quelques mouvements ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce que ces mouvements iront jusqu'à ce que le BR sorte, l'UDBN sorte du BR? Je n'en suis pas si sûr. Parce que le BR fera aussi en sorte de ne pas être le perdant dans l'affaire. Parce qu'en s'adjoignant l'UDBN, le BR aussi essaie donc de se conforter. Il y a d'autres petits partis qui sont là, tels que Moël Bénin, dont on ne parle pas, qui aussi sera bien obligé d'aller quelque part, soit au niveau de l'UP, le renouveau d'aujourd'hui, ou le BR. De sorte que ces deux partis qui soutiennent aujourd'hui l'action du gouvernement puissent aussi se consolider parce qu'intervient une troisième composante qui est constituée de la FCBE et des démocrates, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais qu'on entendra parler de plus en plus dans les mois et les années à venir. D'abord parce que la FCBE a une réalité sur notre territoire. Je vous rappelle qu'ils ont hésité pour se présenter au communal. Ils ne se sont pas présentés aux législatives. Ils ont hésité pour se présenter au communal. Mais ils sont allés finalement. Ils ne sont pas tous allés. C'est là où il y a eu les démocrates d'un côté et la FCBE qui est restée sur la ligne dure. Mais ils sont allés, surtout les démocrates, et ils ont obtenu 200 et quelques sièges conseillers municipaux, ce qui n'est pas rien. Donc, pas les démocrates plutôt. Les démocrates, oui. c'est les FCBE qui sont allés.
Ah, les FCBE, les FCBE sont allés, les démocrates, donc, ils ont obtenu 200 et quelques sièges. Conseiller, pour ce qui n'est pas rien. Dans les mois à venir, déjà dans le 8 janvier prochain, vous verrez qu'ils essaieront de se mettre ensemble. En tout cas, je pense que s'ils ne se mettent pas ensemble, ils auront les mêmes problèmes que le PRD a eu en amont et que d'autres partis tels que Noël Bénin et l'UDBN aujourd'hui évitent d'avoir. Donc, ils ont intérêt à se mettre ensemble. Et s'ils se mettent ensemble, ils vont jouer à la recomposition de la répartition des sièges des députés que nous allons avoir. Alors, le pouvoir a eu l'intelligence aussi d'augmenter le nombre de sièges de députés au niveau du Parlement. Nous partons de 83 à 109, je crois. Bien. Donc, il y a une bonne vingtaine, plus d'une vingtaine de sièges en plus. Ce qui fera, in fine, que les démocrates pourraient en avoir peut-être une vingtaine, et puis les deux autres mastodontes, si vous me permettez, pourront rester dans leur... Vous estimez, c'est les unes qui définissent les sièges qui font la répartition. Alors, professeur Aïssi, dites-nous, l'esprit aussi de la réforme du système partisan est de construire les partis forts au détriment des hommes forts. Avez-vous l'impression que nous sommes dans ce chemin actuel? Pas encore complètement. Nous ne sommes pas encore complètement dans ce schéma. Pourquoi? Parce que, vous savez, on ne passe pas comme ça du jour au lendemain d'un état à un autre. C'est un principe de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'il y aura donc des mouvements et après il y aura donc un équilibre. Le système antérieur, c'était un système des hommes forts, en guillemets. En gros, c'était ceux qui avaient les moyens financiers qui, de toute façon, imposaient ce qu'ils souhaitent, et en tout cas les hommes et les femmes qu'ils souhaitent au niveau des élections. Aujourd'hui, on demande donc d'avoir des partis nationaux, c'est-à-dire donc d'avoir des idéologies. Et ensuite, que cela puisse agréger un ensemble de composantes de notre société qui permettent d'emmener tout le monde vers un idéal. Donc, nous sommes dans la logique donc, de système partisan fort. On va y arriver. Mais je dis qu'on ne pourra pas y arriver tout de suite parce que c'est aussi une question de mentalité. Nous sommes restés de 90 jusqu'en 2019 dans une logique de multipartisme intégral. Alors, ce n'est pas tout. Les hommes et les femmes qui animent aujourd'hui la vie politique chez nous sont des hommes et des femmes qui sont issus de ce multipartisme intégral qui en ont encore les mentalités. Ils ne se sont pas encore vraiment mus comme un serpent. Quand il mue, il se débarrasse de l'ensemble de son ancienne peau pour donc recouvrir toute la nouvelle. Alors, peut-être que ce qu'est en train de faire l'Union progressiste permettra d'avoir une véritable mue. En ce sens que nous voyons l'apparition d'un Djobénou qui, bon, va essayer d'incarner cette mutation et aussi ce changement de mentalité. Du moins, je l'espère, pour l'Union progressiste. Autrement, si nous restons toujours dans le schéma antérieur, nous n'aurons pas intégré vraiment les fondamentaux d'un parti national. Ce sont aussi les hommes qui font ce type de mutation. Le fait que, je pense, le président doit être derrière, a suscité ce changement, peut-être nous met dans cette logique que nous allons avoir dans les mois et les années à venir. Alors, au regard de tout cela, quelle appréciation vous faites de la réforme du système partisan à l'heure où nous sommes? Le système partisan était nécessaire
et est une bonne chose. Mais ce système partisan mérite encore d'être corrigé, ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. Une correction intervient quand on fait une expérience et qu'on voit là où ça a mené. Si on va tout de suite là où on souhaite, il n'y a pas de souci. Mais visiblement ici, il y a un problème auquel j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Je prends toujours cet exemple-là parce que il est symptomatique de notre situation d'aujourd'hui. Le système, la loi électorale impose 10% aux partis parce que les partis doivent être nationaux. Sauf que ça dépend des élections. Les législatives ne sont pas les communales et pas les présidentielles. Pour les présidentielles, 10%, c'est bien, c'est normal, c'est sur l'ensemble du territoire. Pour les législatives, c'est déjà des circonscriptions. Il faut peut-être revoir, donc. À la proportionnelle. On va peut-être y arriver tout à l'heure. Il faut peut-être voir autrement. Et pour les communales, sûrement voir autrement. Alors, vous avez fait allusion à deux types de lois électorales, de mode électoral, de scrutin. La proportionnelle peut être intégrale ou tempérée. Et puis, le scrutin majoritaire, comme nous sommes en train de le voir. Pour que ce soit les présidentielles ou les législatives, on peut avoir un scrutin majoritaire, ça dépend de comment est-ce qu'on le borne, ou un scrutin proportionnel, mais tempéré, parce qu'il y a deux niveaux de scrutin proportionnel. Alors, je pense que on peut maintenir le système à la loi actuelle, mais en corrigeant la barre de 10%. À savoir, quand il s'agit de l'élection communale, c'est vraiment une élection de proximité. Celui qui vote aujourd'hui ici à Bourg-Calavi, nous sommes à Bourg-Calavi, ben, ce qui se passe déjà pas loin d'ici, hein, à Lada, l'intéresse moins, encore moins ce qui se passe à Parakou. Il veut élire ses élus, conseillers municipaux, pour ses problèmes de proximité et son maire. Oui, mais en ce qui concerne les élections législatives, est-ce que c'est une représentation nationale? Alors, les élections législatives également, on peut utiliser le système que nous avons aujourd'hui, mais en tempérant le pourcentage des 10%. On peut l'amener à 5%. On peut l'amener à 5%. Ou bien, moi j'ai un autre schéma, hein, j'en ai déjà parlé avec quelques autorités, à savoir que nous avons un pays où nous avons 12 départements. Il se fait que nous avons 4 départements qui sont vraiment donc au sud, 4 qui sont au centre et 4 qui sont au nord. On peut très bien situer des 5% ou voire même des 10% au niveau de ces 3 tranches. C'est une question de loi, hein, en disant, voilà, donc si vous êtes puisque l'élection au Parlement est également une élection nationale. C'est-à-dire que le député est élu dans sa circonscription, mais a un mandat national parce qu'il contribue à édicter, à voter des lois nationales. Donc, on peut jouer au niveau de ce chiffre de 10 ou 5%. On peut également introduire une dose proportionnelle, à savoir réserver un nombre déterminé de députés, de sièges, au niveau scrutin majoritaire et un autre nombre au niveau de la proportionnalité intégrale. À savoir, si vous êtes un parti, vous faites, disons, 5%, vous avez 5% de ces sièges-là. Si vous faites 40%, vous avez 40% de ces sièges-là. Ça se fait aussi. Ce sont donc des types de scrutins qui existent également. Donc, nous avons un échantillon devant nous et au regard de la loi électorale que nous avons aujourd'hui, nous pouvons
tout à fait faire évoluer cette loi pour que cette loi s'adapte in fine à la réalité de notre territoire. Alors, abordant dans le sens des 10%, est-ce que nous pouvons, au soir des législatives de janvier 2023, nous retrouver encore avec une assemblée pro-gouvernement? Ah, attendez. Quand on me dit assemblée pro-gouvernement, c'est qu'à un moment donné, les partis décident de soutenir ou non un gouvernement. Pour ne pas dire les partis qui soutiennent quand même. Et si nous devions vraiment être très, très stricts pour soutenir un gouvernement, encore faudrait-il que ce gouvernement, les actions qu'il développe, soient dans son idéologie politique. Bon. Donc, la totalité des partis peuvent dire je soutiens le gouvernement. Après, mais comme nous n'avons pas de partis qui ont des idéologies vraiment identifiées, il est difficile donc de pouvoir affirmer que l'ensemble des chambres puissent être pro-gouvernementales. Par contre, le schéma que nous avons aujourd'hui, il est évident qu'il y a deux composantes qui vont s'étoffer, le BR d'un côté et l'UP de l'autre, qui sont déjà des partis pro-gouvernementaux, et rentrera dans le jeu nécessairement la composante qui se dit de l'opposition, la FCBE et la démocrate. Donc, forcément, après le oui janvier prochain, nous aurons une chambre un peu plus ouverte par rapport à ce qu'on peut appeler le soutien ou non à un gouvernement. Alors, vous savez, hein, beaucoup de gens regardent le 8 janvier prochain. Mais moi, je vois déjà 2026. 2026. Il faut quitter d'abord le 8 janvier pour arriver à 2026. 2026 se prépare maintenant. Vous savez, nous avons un président de la République qui est souvent un homme visionnaire. Pas seulement en économie, hein, avec ce qui se fait aujourd'hui, mais également du point de vue politique. Même si je pense qu'il ne s'entoure pas vraiment de politiques qui connaissent réellement les enjeux de ce qu'ils souhaitent avoir, à savoir des partis nationaux. Pourquoi je dis ça? Parce que la chambre que nous allons avoir le 8 janvier, les hommes et les femmes qui vont d'abord se battre pour y être, ensuite se battre pour y être majoritaire, ce sont ces hommes et ces femmes qui, demain, vont décider de ce qui va se passer en 2022. Avec le système de parrainage, bien sûr. Pas seulement. Nous avons aujourd'hui une loi électorale aussi qui dit que le président de la République, c'est un mandat renouvelable une fois. Ça veut dire que le président Talon ne sera plus candidat en 2026. S'il n'est pas candidat, ce sont ceux qui aujourd'hui vont constituer la Chambre de 2023. C'est parmi eux qu'émergera un potentiel candidat. Mais n'est pas candidat qui veut. Le peuple vous observe, puisque en dernier ressort, c'est le peuple qui vote. On n'ira pas choisir quelqu'un qui sortira de nulle part pour lui dire votez pour lui. C'est comment vous allez vous comporter pendant les périodes, les mois qui sont devant nous et après le 2008 que nous verrons qui aura l'étoffe de pouvoir demain représenter ou le BR ou l'UP et le Renouveau ou la FCBE et les démocrates. Donc vous voyez, 2026 se joue aujourd'hui. Alors, de plus, 2026, c'est les 3 élections dans la même année.
Professeur Haïssi, le renouvellement de génération dans la classe politique béninoise, comment vous percevez cela? Il est nécessaire et indispensable. Je pense que de l'ensemble des partis aujourd'hui qui existent, que nous avons, l'UP vient de prendre un pas sur les autres. Vous avez observé que le président Djokwenou a émergé. Il paraît évident que le parti qu'il va essayer d'installer va composer de beaucoup de jeunes générations. Et donc, prend nécessairement aucun pas sur ses voisins. Parce que ce sont ceux-là qui, demain, seront les décideurs de notre pays. Donc, nous sommes déjà en mouvement donc, vers ce renouveau. Et les autres partis le feront nécessairement. Alors, il y a peut-être un point dont je n'ai pas parlé. Très rapidement. Oui. Je pense que nous ne sommes pas au bout de la mue des deux partis qui soutiennent aujourd'hui le gouvernement. Vous verrez que dans les mois, les 2 ou 3 ans à venir, que l'Union progressiste, le renouveau, le BR, tendront aussi vers une fusion. Eh oui, tendront aussi vers une fusion. Les deux. Ouais. C'est possible ça? Tout à fait. Parce que ça dépendra de comment la FCBE et les démocrates vont s'organiser. Il ne vous a pas échappé que pendant le peu de temps, donc entre, disons, 2019 et 2022, donc 23, le 8 janvier, ces deux partis ont passé leur temps. Au lieu d'aller chercher des électeurs en face pour agréger de nouvelles composantes, s'amusaient à se piquer des groupes de jeunes, de ceci ou de cela. C'est discutable quand même, professeur Haïssi. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Mais, ils ont le droit. Heureusement d'ailleurs que tout le monde n'a pas le même avis, mais c'est une question de débat. Vous avez parlé de l'UDBN. L'UDBN est allé vers le BR. Pourquoi voit-on, quelques mois après, des mouvements où on semble dire que l'UDBN, une partie de l'UDBN pourrait quitter le BR pour aller à l'UP et vice-versa. Non. Ça veut dire que deux partis ont pour objet de se développer, y compris en se piquant des gens de part et d'autre, même s'ils soutiennent donc le même pouvoir. Donc c'est pour ça que, pour éviter ce genre de situation, il vaut mieux que le président de la République ait un parti en introduisant ce que nous, on a vécu. J'ai quand même eu 3 mandats en France, donc au niveau du Parti socialiste et puis après au niveau du mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Nous avons des courants dans le Parti socialiste et des courants qui coexistent, qui font des débats d'idées pour essayer donc de se convaincre. Mais une fois que nous débattons en notre sein, nous sommes unis pour après mener les combats électoraux quand il s'agit des combats nationaux. Je pense que nous arriverons aussi ici, tout doucement, mais nous arriverons. Et je pense que c'est la meilleure formule qu'un grand parti qui se voudra parti de gouvernement demain devrait adopter.
Professeur, ici, le temps qui nous est imparti est terminé. Votre mot de la fin. Très rapide. Je dirais que nous sommes à la croisée des chemins. Et quand on est à la croisée des chemins, il faut savoir choisir la bonne direction. Le puzzle se met en place. Il nous faut un peu de temps. Mais je pense que d'ici 2024, 25 au plus tard, l'échiquier politique sera sur place et nous y verrons beaucoup plus clair pour l'intérêt, non pas des acteurs politiques, mais pour l'intérêt de nos populations. Parce qu'il y a des aspects que nous n'abordons pas aujourd'hui. C'est la vie des gens. Le pouvoir qui est là nous offre tous les outils de développement, les routes, l'énergie, que sais-je encore, fibre optique, le numérique, etc. Mais il nous manque l'industrialisation du pays. Il faut que nos populations puissent avoir du boulot. Et pour avoir du boulot, il faut que l'éducation nationale soit accompagnée. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Je suis désolé de le dire. Je suis un universitaire. Je vois ce qui se passe dans nos universités. Nos universités ne sont pas équipées. Les enseignants n'ont pas assez de ressources et de moyens pour promouvoir ce dont ils nous acharnent, qui est l'éducation de nos enfants. La santé. Il y a encore d'énormes problèmes à ce niveau-là. Donc vous voyez, le rôle des partis politiques, c'est de tenir compte de tous ces aspects-là. Et pour ce faire, il vaut mieux ne pas faire de guéguerre entre soi, mais vraiment saisir l'occasion des élections pour donner une politique, pour offrir le choix de politique à nos concitoyens pour qu'ils puissent choisir librement selon les uns et les autres. Et c'est ce que je souhaite pour notre pays, surtout en 2026, parce que 2023, ma foi, c'est un point d'étape. Professeur Aïssi, merci. Merci pour la disponibilité surtout. Merci, M. Tchad. Merci de m'avoir invité. Merci à First Afrique. Merci à vous également, chers internautes. Fin de cet entretien politique. Portez-vous bien.